L'ère mésozoïque, qui s'étend sur environ 186 millions d'années, de 252 à 66 millions d'années avant notre ère, est souvent surnommée l'ère des dinosaures. Mais pour véritablement comprendre les espèces extraordinaires qui peuplaient notre planète à cette époque, il est fondamental de plonger dans le décor géographique et climatique qui a façonné leur évolution. Notre voyage commence donc en remontant le temps pour décrire à quoi ressemblait la Terre durant cette époque charnière, marquée par des changements titanesques dans la disposition des continents, les conditions climatologiques et la biodiversité naissante. Au début du Mésozoïque, la configuration des continents était radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, à la toute fin du Permien, la Terre ne comptait plus que deux vastes supercontinents, l'Eurasia au nord et Gondwana au sud. Ces masses terrestres immenses formaient un gigantesque puzzle, presque unique, appelé la Pangée. Ce gigantesque continent unique rassemblait toutes les terres émergées, ce qui impliquait une énorme étendue terrestre continue, bordée par l'océan Pantalassa, qui entourait la Pangée comme un océan mondial. L'océan Atlantique n'existait pas encore, ni aucun des océans modernes que nous connaissons. Cette disposition bouleversa tout ce que nous connaissons sur la vie et la géographie dans les temps modernes. La Pangée, par sa vastitude, créait un climat souvent extrême au centre du supercontinent, avec des terres arides, désertiques, où la chaleur pouvait être écrasante et l'humidité très faible. Par contraste, les régions côtières, baignées par la mer et les brises océaniques, restaient plus tempérées et propices à une vie riche et diversifiée. Les vastes étendues désertiques intermédiaires furent parfois des lieux redoutables, mais aussi des berceaux d'évolution pour certaines espèces, qui durent s'adapter à des conditions difficiles. Alors que le Mésozoïque débutait, l'atmosphère terrestre avait une composition très différente de celle d'aujourd'hui. La teneur en dioxyde de carbone était bien plus élevée, apportant un effet de serre prononcé, responsable de températures globales plus chaudes. Cela avait pour effet de créer un environnement sans glaciation polaire, où même au pôle, la température restait relativement douce. Cette configuration climatique permit aux dinosaures non seulement de prospérer, mais aussi de coloniser une grande diversité d'habitats, depuis les régions proches de l'équateur jusqu'aux latitudes plus élevées. L'ère mésozoïque est subdivisée en trois grandes périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune de ces périodes se distingue par des changements géologiques et biologiques, dont l'évolution et la diversification des dinosaures furent un fil conducteur majeur. Durant le Trias, la Pangée était encore quasiment intacte. C'est une époque où les premières formes de dinosaures apparaissent, relativement modestes et discrètes, comparées aux géants ultérieurs. À mesure que le Mésozoïque avançait vers le Jurassique, les prémices de la fragmentation de la Pangée se firent sentir. La supercontinent se mit peu à peu à se fissurer, entraînant la formation progressive d'océans intérieurs, de bassins marins et la séparation des masses continentales en plusieurs blocs. Les océans Nil et Téthys prirent de l'importance, modifiant profondément les écosystèmes et les routes de migration pour la faune et la flore. Grâce à ces changements, de nouvelles niches écologiques apparurent, donnant naissance à des formes de dinosaures plus variées, plus spécialisées et parfois surprenantes. Au Crétacé, la fragmentation de la Pangée était bien avancée. Le monde était alors en mouvement constant. De vastes océans nouveaux dessinaient la carte des continents en pleine redéfinition. Des morceaux de l'Eurasia et de Gondwana se dispersèrent pour former les continents qui nous sont plus familiers aujourd'hui. Ces transformations géographiques, combinées à des changements climatiques constants, furent des catalyseurs puissants pour l'évolution des dinosaures. Certaines lignées prospérèrent et s'adaptèrent remarquablement bien,
tandis que d'autres disparurent ou se modifièrent radicalement. Il est fascinant de noter que ce remaniement des terres eut aussi pour conséquence la formation de barrières naturelles, isolant certaines populations de dinosaures pendant des millions d'années. C'est dans ces isolements prolongés, sur des masses terrestres reculées, que naquirent souvent les formes les plus étranges et méconnues, parfaitement adaptées à ces environnements spécifiques. Ces espèces révéleront plus tard aux paléontologues l'incroyable diversité et la capacité d'adaptation des dinosaures à travers les âges. La répartition des continents durant l'ère mésozoïque ne se limitait pas seulement à la géographie physique. Elle influençait également les courants marins, les précipitations et par conséquent les formations végétales qui constituèrent la base des chaînes alimentaires terrestres. Les grandes forêts de fougères, de conifères et de cicadophytes dominaient les paysages, offrant nourriture et abri à une multitude d'espèces herbivores, tandis que les carnivores régnaient en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Dans cet univers en perpétuelle transformation, les dinosaures s'adaptèrent avec une créativité et une diversité sans pareille, façonnées autant par les contraintes climatiques que par l'évolution tectonique. Cette réalité géographique du Mésozoïque est donc la toile de fond essentielle à toute étude des espèces qui ont peuplé la planète, et surtout à la compréhension des continents qui ont abrité des dinosaures d'une incroyable étrangeté. Ainsi, comprendre la structure de la Terre à cette époque nous permet d'appréhender la suite de notre récit, en dévoilant comment les fissures dans la Pangée ont donné naissance aux continents tels que l'Eurasia et Gondwana, puis comment ces entités continentales devinrent les scènes d'évolution parallèles. Nous pourrons observer comment l'isolement progressif des masses continentales a permis une explosion de formes de vie uniques, particulières et parfois étonnamment exotiques. Cette première immersion dans la Terre mésozoïque est donc bien plus qu'une introduction. C'est la clé qui ouvre la porte vers un monde d'infinies possibilités et bizarreries, dans lequel chaque continent révélera ses propres mystères au fil de notre exploration. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de l'ère mésozoïque, nous devons nous attarder sur les grandes divisions continentales qui ont pris forme après la fragmentation progressive de la Pangée. Cette carte mouvante du globe terrestre est cruciale pour saisir comment les dinosaures ont évolué dans des environnements séparés, souvent isolés, menant à une incroyable diversité d'espèces, dont certaines encore insoupçonnées. Nous allons donc établir un panorama des principaux continents de l'époque, l'Eurasia au nord, Gondwana au sud, ainsi que les diverses masses continentales isolées qui ont émergé au fil du temps. D'abord, concentrons-nous sur l'Eurasia, ce vaste supercontinent qui s'étendait à travers les hautes latitudes nordiques. L'Eurasia regroupait en fait plusieurs terres qui, aujourd'hui, correspondent à l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord. C'est sur ce territoire que les premières grandes évolutions du Mésozoïque se sont largement illustrées. La géographie de l'Eurasia n'était pas uniforme. Elle alternait entre chaînes de montagnes, vastes plaines, forêts denses et côtes découpées par des mers intérieures. Cette diversité de paysages a offert une multitude de niches écologiques, favorisant ainsi l'apparition de différents groupes de dinosaures, comme les théropodes, les ornithischiens et les sauropodes. Dans les régions de l'Eurasia, la circulation des espèces pouvait s'effectuer relativement librement grâce à un continuum terrestre moins fragmenté à l'époque du début du Mésozoïque. Mais dès le Jurassique tardif, on assiste au début d'une plus grande différenciation biogéographique liée à des variations climatiques, ainsi qu'à des barrières géographiques comme les chaînes montagneuses en formation ou les mers intérieures. Ces barrières ont contribué à la diversification progressive des faunes.
avec des espèces endémiques capables de se distinguer par leurs caractéristiques morphologiques propres. Passons maintenant au gigantesque continent de Gondwana, qui durant une grande partie du Mésozoïque dominait l'hémisphère sud. Gondwana englobait ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, Madagascar et l'Inde. Ce supercontinent était caractérisé par une immensité qui recouvrait une grande variété d'environnements, depuis les forêts équatoriales jusqu'aux zones plus tempérées et polaires, qui, en raison du climat chaud de l'époque, abritaient une faune toujours active. Contrairement à l'Eurasia, Gondwana a connu une fragmentation plus tardive mais plus marquée, surtout à partir du Crétacé. Ce fractionnement a isolé certaines de ses portions continentales, telles que Madagascar et l'Inde, qui devinrent des îles isolées pendant des millions d'années. Cette longue isolation a permis le développement d'évolutions endémiques surprenantes, avec des dinosaures au comportement, à la morphologie ou aux adaptations écologiques jamais observées ailleurs. Les régions de Gondwana ont ainsi souvent livré aux paléontologues des espèces avec des particularités remarquables. Des dinosaures géants adaptés à des écosystèmes spécifiques, aux habitudes alimentaires variées, ou des prédateurs possédant des caractéristiques inhabituelles. Les fossiles découverts sur ce continent apportent un éclairage précieux sur ce que l'isolement géographique peut provoquer en termes d'évolution divergente. Enfin, il est indispensable de mentionner les masses continentales isolées, que l'on peut considérer comme les laboratoires naturels de l'évolution durant le Mésozoïque. Avant même la complète fragmentation de Gondwana, certaines terres ont commencé à dériver, créant des îles ou des microcontinents à leur tour embarqués dans un lent balai tectonique. Madagascar, l'Indonésie primitive, certaines parties isolées de l'Asie ou encore des zones émergentes au sud de l'Australie figurent parmi ces régions. Ces espaces isolés furent souvent le théâtre d'expérimentations évolutives exceptionnelles. Le confinement exacerba les adaptations spécifiques à leur environnement local, donnant naissance à des dinosaures qui défient encore aujourd'hui notre compréhension classique des morphologies ou comportements. Ils sont aussi la clé pour comprendre l'influence des contraintes environnementales strictes sur le développement des formes les plus étranges et uniques. Ainsi, ce panorama des continents mésozoïques révèle un monde en formation et transformation perpétuelle, où chaque fragmentation géologique agissait comme un catalyseur puissant pour la diversification de la vie. L'Eurasia et Gondwana, par leurs tailles et leurs cloisonnements divers, ont été les scènes premières d'une évolution spectaculaire, tandis que les masses continentales, isolées, offraient des conditions inédites, propices aux innovations adaptatives les plus déroutantes. En connaissant désormais la cartographie des terres à cette époque, nous sommes prêts à plonger plus profondément dans le phénomène fondamental qui bouleversa à jamais le destin des dinosaures, la fragmentation progressive de la Pangée. C'est ce découpage du supercontinent qui va véritablement définir la trame évolutive et géographique des espèces, ouvrant la voie à l'émergence de formes extraordinaires que nous découvrirons dans la suite de notre voyage. La Pangée, ce supercontinent unique qui régnait sur la Terre au début de l'ère mésozoïque, fut pendant des millions d'années le théâtre d'une intense activité biologique et géologique. Pourtant, aucun empire, même aussi massif, n'est fait pour durer éternellement. Au fil du temps, sous la pression des forces tectoniques internes, cette vaste unité se mit à se fissurer et à se fragmenter, bouleversant profondément les configurations terrestres et marines, et par extension, l'évolution même de la vie sur Terre, notamment celle des dinosaures. Cette transition majeure détient une place centrale dans notre compréhension de l'histoire naturelle, et nous allons maintenant plonger dans ses conséquences, qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter les recherches
et les débats des paléontologues. Le processus de fragmentation de la Pangée commence véritablement à se dessiner vers la fin du Trias et prend de l'ampleur tout au long du Jurassique et du Crétacé, soit entre environ 200 et 66 millions d'années avant notre ère. Le supercontinent, qui avait rassemblé toutes les masses continentales en un bloc homogène, commence alors à se fendre sous l'action conjuguée de la convection du manteau terrestre, de la poussée des dorsales océaniques naissantes et des déplacements lithosphériques. Cette immense fissuration géologique entraîne la formation de nouvelles frontières terrestres, mais surtout l'apparition d'océans et de mers intérieures qui morcellent les terres en territoires plus petits, parfois isolés. L'impact de ce démembrement continental sur l'évolution des dinosaures est profond et multifacette. Alors que la Pangée était encore intacte, la faune dinosaure bénéficiait d'un vaste territoire continu où les migrations entre populations pouvaient s'effectuer sans entrave majeure. Cette connectivité favorisait l'homogénéisation génétique et la diffusion des espèces, limitant en partie la spéciation, c'est-à-dire la formation de nouvelles espèces locales. En revanche, la fragmentation va métamorphoser ce paysage. Les territoires terrestres deviennent isolés, connectés uniquement par des voies marines complexes, voire totalement séparées. Dès lors, les populations de dinosaures sont coupées les unes des autres, une sorte de dérive insulaire à très grande échelle. Cet isolement géographique agit comme un puissant moteur d'évolution divergente. Privées de contact entre elles, les populations locales s'adaptent aux particularités de leurs environnements respectifs. Qu'il s'agisse de la flore, du climat ou des prédateurs et proies présents. Ces facteurs combinés accélèrent la spéciation, donnant lieu à une diversification spectaculaire de formes, parfois très différentes, voire étonnantes, par rapport aux espèces issues d'ancêtres communs. On observe ainsi des lignées endémiques, uniques à un endroit donné, qui développent des caractéristiques morphologiques et comportementales inédites. Prenons par exemple la formation des océans Atlantique et Indien. Leur ouverture met fin à la connexion terrestre directe entre l'Europe-Amérique du Nord, l'Eurasia et l'Afrique-Amérique du Sud, partie du Gondwana. Ce cloisonnement prolonge l'isolement des dinosaures sur chacun de ces continents, et ainsi, les espèces évoluent indépendamment au fil du temps. C'est pourquoi on trouve par exemple des familles de dinosaures carnivores particulièrement spécialisées en Amérique du Sud, tandis que des formes différentes dominent en Amérique du Nord ou en Eurasie. Par ailleurs, la fragmentation entretient aussi un effet d'îlotisation cyclique. Certaines terres se retrouvent piégées entre des mers peu profondes ou dans des archipels, formant ainsi des conditions très similaires aux archipels insulaires modernes. Ces zones isolées sont propices à la radiation adaptative, ce fascinant processus par lequel un groupe ancestral se diversifie rapidement pour occuper différentes niches écologiques. C'est dans ces environnements qu'ont émergé plusieurs des dinosaures les plus étranges et méconnus, dont la morphologie reflète les contraintes singulières imposées par la vie sur ces territoires restreints. Cette dynamique d'isolement et de fragmentation provoque aussi des réponses adaptatives très spécifiques. Certains dinosaures, face à des ressources limitées, ont pu évoluer vers des tailles plus petites, un phénomène appelé nanisme insulaire, tandis que d'autres, bénéficiant d'une absence de prédateurs ou d'une abondance de nourriture, ont atteint des tailles titanesques. Les blessures morphologiques qu'ils portent sur leur squelette nous racontent une histoire d'intenses interactions écologiques, façonnées par un contexte géographique changeant. En somme, la fragmentation de la Pangée a engendré un foisonnement d'écosystèmes distincts où la compétition, l'adaptation et la survie se sont joués sur des tableaux géographiques variés. La tessiture fragile de la Terre mésozoïque a donc écrit le récit évolutif le plus passionnant qui soit.
celui d'espèces disparues, mais dont les empreintes fossiles révèlent une incroyable palette de formes vivantes, témoignant d'une évolution loin d'être linéaire. Nous comprenons aujourd'hui que sans cette séparation progressive, l'apparition de formes aussi uniques et bizarres chez les dinosaures aurait probablement été impossible. Comprendre ces mécanismes permet non seulement de déchiffrer la biodiversité disparue, mais aussi d'appréhender les principes fondamentaux de l'évolution et de la biogéographie qui restent pertinents même dans notre monde contemporain. C'est donc avec cette conscience accrue de l'importance de la géographie historique et de la tectonique des plaques que nous nous préparons à explorer dans les prochaines sections les effets plus précis de cet isolement géographique. Comment il a favorisé l'émergence de formes de dinosaures véritablement uniques, souvent inimaginables au premier abord. Nous approfondirons ce lien intime entre territoire et évolution et découvrirons des espèces dont la bizarrerie reflète parfaitement l'histoire tumultueuse de leur terre d'origine. L'isolement géographique est l'un des moteurs les plus puissants de l'évolution biologique, un principe que nous retrouvons tout au long de l'histoire de la vie sur Terre. Durant l'ère mésozoïque, alors même que se poursuivait la fragmentation progressive de la Pangée et la formation de nouveaux continents et îles, cet isolement devint un catalyseur majeur, permettant l'apparition de dinosaures aux formes uniques et parfois incroyablement étranges. Pour saisir cette dynamique complexe, il nous faut comprendre comment la déconnexion des populations a pu entraîner une diversification morphologique et comportementale exceptionnelle. Lorsque des populations de dinosaures étaient séparées par des barrières géographiques, qu'elles soient océaniques, montagneuses ou liées à des bassins marins, ces groupes étaient privés de contacts reproductifs entre eux. Cette absence d'échange génétique modifie inévitablement le cours de leur évolution. Chaque population se retrouve confrontée à des conditions écologiques spécifiques, avec des ressources, des prédateurs, des concurrents et des climats différents. Ce contexte conduit à une pression sélective locale qui favorise l'apparition de traits adaptés à ces niches particulières. L'un des processus les plus fascinants apparus en milieu insulaire, résultant directement de ce phénomène, est la radiation adaptative. Ce terme désigne la diversification rapide à partir d'un ancêtre commun, donnant naissance à de nombreuses espèces aux caractéristiques variées, toutes spécialisées dans un rôle spécifique dans l'écosystème. Le confinement géographique et la disponibilité limitée en espace et en ressources renforcent cette dynamique, souvent observée chez des groupes isolés. Les dinosaures, loin d'être une exception, ont largement bénéficié de ce phénomène. Prenons par exemple les îles et territoires isolés du Gondwana, qui, au cours du Mésozoïque, ont vu s'épanouir des dinosaures aux morphologies surprenantes, ne se retrouvant pas dans les faunes des continents plus larges et connectés. Dans ces contextes, certains groupes développèrent des adaptations uniques, des modifications de leurs membres, des changements dans leur structuration osseuse, des spécialisations dentaires, ou encore des formes de locomotion inhabituelles. Ces évolutions témoignent d'une réponse directe aux contraintes locales, mais aussi d'expérimentations évolutives pouvant paraître très étranges au regard des dinosaures plus classiques. Par ailleurs, l'isolement peut également influencer la taille corporelle des dinosaures par un phénomène appelé nanisme insulaire. Sur des îles où les ressources nutritives sont limitées, les herbivores et carnivores ont parfois évolué vers des tailles réduites, facilitant leur survie dans un environnement aux ressources focalisées et souvent vulnérable aux fluctuations. Cette adaptation est bien documentée chez certains dinosaures découverts dans des régions anciennement isolées, qui déjouent les échelles habituelles de taille propre à leur lignée. Inversement, certaines populations isolées furent le théâtre d'un gigantisme remarquable.
privés de grands prédateurs concurrents ou de contraintes environnementales habituelles. Certains dinosaures purent atteindre des tailles gigantesques, poussant les limites même de la morphologie connue. Ces extrêmes, que ce soit le nanisme ou le gigantisme, témoignent de la flexibilité extraordinaire de ces reptiles légendaires face aux défis posés par leur environnement isolé. L'isolement géographique agit aussi sur le comportement des espèces. La diversité des habitats et la pression sélective locale peuvent engendrer des stratégies alimentaires inédites, des modes de vie sociaux différents ou des adaptations sensorimotrices spécialisées. Par exemple, dans certains milieux isolés où la compétition était limitée, certains dinosaures ont développé des comportements plus territoriaux ou des formes de camouflage évoluées, des caractéristiques rares, voire inexistantes, chez leurs cousins des grands continents connectés. Un autre aspect notable est la différenciation des dinosaures à plumes ou à structures dérivées, plus fréquemment retrouvés dans certains espaces géographiques isolés d'Asie centrale et orientale, soulignant encore une fois comment la géographie détermine la diversité biologique. Ce cloisonnement accentue les innovations évolutives, notamment chez ces espèces proches des oiseaux, qui montrent une étonnante variété d'adaptations dans différents environnements. Ainsi, l'isolement géographique n'est pas seulement une séparation physique des populations, c'est un moteur de créativité évolutive. Il crée des laboratoires naturels, où la sélection naturelle façonne des vies adaptées, parfois totalement inédites, en réponse aux particularités de chaque écosystème fermé. C'est grâce à ce phénomène que certaines zones du globe, distinctes et reculées les unes des autres, ont vu naître des espèces de dinosaures aux formes que nous qualifierions aujourd'hui de bizarreries de la nature. En somme, en se focalisant sur cette notion d'isolement géographique, nous comprenons mieux comment ces terres séparées, véritables mondes à part entière, ont pu incubateurs de formes animales singulières. Ce cadre explicatif nous prépare à découvrir les continents où, plus que partout ailleurs, les dinosaures ont pris des chemins évolutifs inédits, marqués par l'étrangeté et la singularité. Dans les prochains chapitres, nous plongerons notamment au cœur du Gondwana, berceau d'innombrables bizarreries et spécificités évolutives, ainsi que dans les îles par excellence, où chaque fossile raconte une histoire d'adaptation exceptionnelle. En parcourant l'incroyable diversité des dinosaures qui ont peuplé la Terre durant l'ère mésozoïque, une question fascinante se pose. Quels critères permettent de définir l'étrangeté de ces créatures aujourd'hui disparues? Ce terme, aussi subjectif soit-il, regroupe en réalité un ensemble d'éléments précis liés à leur morphologie, comportement et adaptation, qui nous paraissent inattendus au regard de notre connaissance classique des dinosaures. Cette étrangeté révèle souvent la richesse des expérimentations évolutives, notamment favorisées par les environnements isolés et les conditions extrêmes dont nous avons parlé précédemment. Commençons par le premier grand critère, la morphologie. Quand la plupart d'entre nous imaginent un dinosaure, une image assez stéréotypée se forme, souvent inspirée des formes populaires telles que le tyrannosaure, le tricératops ou le diplodocus. Pourtant, la palette réelle des morphologies est bien plus vaste et surprenante. Certains dinosaures présentaient des caractéristiques anatomiques uniques, qui déjouaient toutes attentes. Par exemple, des crêtes osseuses asymétriques, des appendices inhabituels, des plaques ou épines exagérées, voire des combinaisons particulièrement étranges, comme des mandibules bizarres ou des membres disproportionnés. Un autre aspect remarquable réside dans les têtes des dinosaures, avec des ornementations métiers comme les cornes, les bosses ou des structures osseuses creuses, qui pouvaient varier selon les espèces et les sexes. Ces particularités morphologiques jouaient bien souvent un rôle dans la reconnaissance sociale,
l'attractivité sexuelle ou même la défense. Mais certaines de ces structures défient encore une explication claire, élevant ces dinosaures au rang de véritables énigmes paléontologiques. Le comportement constitue un autre axe d'étrangeté, souvent plus difficile à déduire de simples fossiles, mais parfois révélé à travers l'analyse des traces, des sites de nidification ou des regroupements osseux. Certains dinosaures manifestaient des comportements complexes, comme le soin parental, l'habitat en groupe structuré, ou des stratégies de chasse sophistiquées, adaptées à leur environnement. D'autres avaient des capacités uniques, des déplacements rapides inhabituels, des modes de communication particuliers ou des adaptations à des milieux extrêmes qui forçaient à des comportements originaux. Finalement, les adaptations inattendues représentent un approfondissement fascinant des critères d'étrangeté. Dans des environnements isolés, certains dinosaures ont développé des capacités que l'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, certaines espèces ont évolué vers des formes adaptées à la vie aquatique, avec des membres modifiés pour la nage, ou encore d'autres ont acquis des plumes ou des structures dérivées qui ne servaient pas uniquement au vol, mais aussi à la thermorégulation ou à l'affichage. Certaines espèces ont même atteint des tailles extrêmes, ou au contraire, se sont considérablement miniaturisées, illustrant bien la plasticité adaptative inhérente à ces reptiles. Cette diversité morphologique, comportementale et adaptative est le reflet direct de la plasticité évolutive qui découle de l'interaction entre contraintes environnementales, isolement géographique et pression écologique. C'est grâce à ce triptyque que l'on retrouve des dinosaures aux silhouettes bizarres, aux adaptations étranges et aux modes de vie parfois déconcertants. Dans les sections qui suivront, nous entrerons dans le détail des continents qui furent les berceaux de ces bizarreries, en particulier le Gondwana, qui a livré aux scientifiques des fossiles de forme incroyablement singulières et méconnues. Mais avant cela, comprendre ces critères nous donne une clé indispensable pour appréhender la variété extraordinaire du règne dinosaurien et comprendre comment, au-delà de leur taille impressionnante et leur air souvent terrifiant, ces animaux étaient profondément diversifiés, tant dans leur corps que dans leur comportement. Le supercontinent Gondwana est sans doute l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire paléontologique, particulièrement lorsqu'on s'intéresse à l'émergence des formes les plus étranges et méconnues parmi les dinosaures. Ce vaste ensemble de masses terrestres, réunissant ce que sont aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, Madagascar et l'Inde, forme un véritable berceau d'innovations évolutives, où l'isolement et la diversité des environnements ont donné lieu à une explosion de biodiversité hors du commun. Pour comprendre pourquoi Gondwana est cette terre énigmatique, source de bizarreries et de spécificités évolutives, il nous faut plonger dans ses particularités géographiques et écologiques, ainsi que dans ses grands épisodes paléontologiques. À la différence de l'Eurasia, l'autre grand supercontinent mésozoïque, Gondwana a connu une fragmentation plus progressive, étalée sur des dizaines de millions d'années. Ce poids tectonique ralentit et complexifie l'histoire de la faune qui y vivait. De nombreuses portions de ce gigantesque continent se sont retrouvées isolées, souvent sur des millions d'années, parfois dans des zones trop reculées pour que la dispersion des espèces soit aisée. Madagascar, par exemple, s'est déconnecté du reste de Gondwana il y a environ 88 millions d'années, formant une île aux propriétés biogéographiques uniques. Ce long isolement a créé des conditions singulières qui expliquent l'apparition d'espèces très différentes de celles des autres continents, avec souvent des adaptations hors normes. Parmi les bizarreries caractéristiques de Gondwana figure l'apparition de dinosaures au crâne et à la dentition atypique, souvent très spécialisés. Les théropodes
célèbres pour inclure dans leur rang certains des plus redoutables prédateurs de la planète, y ont développé des formes assez rares ailleurs, à l'image du Majungasaurus, un carnivore malgache au crâne massif et au comportement prédateur singulier. Ces spécificités morphologiques témoignent d'une longue évolution autonome et d'une adaptation aux conditions écologiques particulières de leur milieu. Au-delà des prédateurs, Gondwana était aussi le refuge de gigantesques herbivores tels que les titanosaures, qui atteignaient des tailles inouïes. Ces dinosaures colossalissimes, dont certains fossiles ont été découverts principalement en Amérique du Sud et en Afrique, possèdent des adaptations que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme des membres puissants mais proportionnellement différents, ou des structures osseuses étonnantes, destinées sans doute à supporter leur immense masse. Ces géants illustrent la capacité de Gondwana à produire des formes extrêmes, fruits d'une combinaison entre isolation et abondance de ressources dans certains écosystèmes. Mais ce n'est pas tout. Gondwana est également la terre d'oasis musicale pour l'évolution des dinosaures à plumes. Certaines régions encore mal explorées recèlent des fossiles témoignant de lignées de théropodes où les plumes, plus ou moins complexes, servaient à diverses fonctions: thermorégulation, parade sexuelle ou même protovol. Ces découvertes renouvellent notre vision des dinosaures, ajoutant une nouvelle couche d'étrangeté à leur apparence et à leur comportement. L'environnement même de Gondwana, marqué par des climats variés allant des zones équatoriales aux régions polaires sans glaciation, offrait un théâtre privilégié pour des adaptations écologiques spécifiques. La diversité des habitats, forêts denses, plaines alluviales, zones côtières et archaïques, implique que les dinosaures de ce supercontinent aient dû s'adapter à des régimes alimentaires, des menaces et des opportunités très différentes, favorisant ainsi des évolutions très localisées. Enfin, ce que rend encore plus énigmatique Gondwana, c'est la relative rareté et la difficulté à trouver des fossiles en certaines zones. Cela tient à la géologie particulière, aux couvertures sédimentaires, parfois peu favorables à la fossilisation, mais aussi aux défis politiques et d'accès dans certaines régions. Cette contrainte ajoute une aura de mystère, car elle laisse entendre que de nombreuses espèces encore inconnues attendent d'être découvertes, et que l'histoire complète de la biodiversité gondwanienne reste pour l'instant incomplète. En résumé, Gondwana n'est pas simplement un ancien supercontinent, c'est un véritable laboratoire évolutif, où les conditions uniques d'isolement, la variété écologique et les contraintes géographiques ont favorisé l'émergence de dinosaures aux formes souvent selon nos standards, étranges, surprenantes et fascinantes. Nous découvrirons dans les prochaines sections comment certains de ces territoires spécifiques, comme l'Amérique du Sud ou Madagascar, ont servi de véritables foyers à ces bizarreries, et comment leurs habitants préhistoriques témoignent d'une histoire évolutive profondément originale. L'Amérique du Sud, pendant l'ère mésozoïque, constituait une partie centrale du supercontinent Gondwana, et elle s'est rapidement affirmée comme une terre unique, regorgeant de formes de vie extraordinaires, notamment parmi les dinosaures. Cette région, aujourd'hui célèbre pour ses découvertes paléontologiques majeures, a été le foyer de titanosaures géants, ces sauropodes massifs qui défient l'imagination par leurs dimensions hors normes, mais aussi d'une multitude de prédateurs singuliers, aux adaptations surprenantes et souvent inégalées ailleurs dans le monde. Plongeons donc dans cette terre fascinante, berceau d'une biodiversité remarquable et véritable laboratoire naturel de l'évolution dinosaurienne. Les titanosaures sont sans doute les représentants les plus emblématiques de la faune sud-américaine du Crétacé. Ces dinosaures sauropodes géants ont marqué l'histoire naturelle
par leur taille colossale, pouvant dépasser 30 mètres de longueur, et parfois même rivaliser avec les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé. Mais au-delà de leur gigantisme, ces créatures développèrent des caractéristiques anatomiques uniques, adaptées à leur environnement. Par exemple, leurs membres solides et élancés, leur colonne vertébrale particulière, ou la structure atypique de leurs plaques osseuses, ostéodermiques, leur conféraient résistance et souplesse pour soutenir un poids titanesque, tout en conservant mobilité et efficacité. L'Amérique du Sud a livré des fossiles de titanosaures aussi impressionnants que Saltasaurus, Argentinosaurus ou Puertasaurus, chacun apportant un éclairage sur la diversité morphologique et écologique de ces herbivores géants. Saltasaurus, par exemple, était doté de petites plaques osseuses sous la peau, sorte de mini-armure offrant une protection contre les prédateurs. Cette innovation, rare parmi les sauropodes, illustre la richesse des adaptations défensives dans ce milieu où la cohabitation avec les grands prédateurs imposait des exigences particulières. Les prédateurs, quant à eux, présentaient souvent des adaptations tout aussi impressionnantes et singulières. L'Amérique du Sud fut le théâtre d'une évolution parallèle remarquable, où des dinosaures carnivores aux formes atypiques prospéraient. Parmi eux, on trouve des théropodes tels que Giganotosaurus, un des plus grands carnivores terrestres connus, rivalisant avec le mythique Tyrannosaurus rex, en taille, mais différent dans sa morphologie et probable stratégie de chasse. Plus intrigante encore est le cas du Carnotaurus, un prédateur aux traits pour le moins étranges, qui marquera profondément notre compréhension de la diversité dinosaurienne en Amérique du Sud. Avec sa tête courte, ses cornes proéminentes et ses membres antérieurs extrêmement réduits, ce théropode défie les standards classiques, illustrant parfaitement la créativité évolutive induite par les spécificités géographiques et environnementales du continent. Les écosystèmes sud-américains du Mésozoïque offraient des conditions uniques. Une vaste mosaïque de forêts denses, de plaines inondables et de zones côtières, où la compétition intense et la présence multiple de niches écologiques ont permis l'épanouissement de ces formes gigantesques et singulières. Les interactions entre les géants herbivores et leurs prédateurs ont façonné un équilibre dont les traces fossiles racontent des histoires captivantes, tant par leur brutalité que par leur complexité. Enfin, le rôle de l'isolement progressif de l'Amérique du Sud après la séparation finale de Gondwana ne doit pas être sous-estimé. Ce confinement géographique favorisa une évolution endémique intense, où la faune développa des traits originaux à l'abri des pressions compétitives venues d'autres continents. Cette situation explique en grande partie pourquoi l'Amérique du Sud préhistorique est particulièrement riche en formes de dinosaures, à la fois gigantesques, uniques et parfois même mystérieusement étranges. Ce focus sur l'Amérique du Sud nous permet donc de mieux comprendre l'un des joyaux du Mésozoïque, où la coexistence de titanosaures colossaux et de prédateurs aux morphologies singulières compose un tableau fascinant. Les prochaines sections nous plongeront plus en détail dans les espèces emblématiques de cette région, en commençant par l'incroyable histoire évolutive du Carnotaurus, véritable icône de la diversité préhistorique sud-américaine. Parmi les nombreuses espèces qui peuplèrent autrefois l'Amérique du Sud, l'une des plus fascinantes et mystérieuses demeure sans conteste le Carnotaurus, un prédateur dont l'évolution exceptionnelle illustre parfaitement l'ingéniosité de la nature face aux contraintes spécifiques de l'ère mésozoïque et de son environnement géographique. Découvert pour la première fois en Argentine dans les années 1980, ce théropode massif, au nom évocateur, signifiant « taureau carnivore », se distingue par une anatomie aussi singulière qu'impressionnante et ouvre une fenêtre unique
sur la diversité morphologique et comportementale des dinosaures carnivores. Le Carnotaurus appartient au groupe des Abélisauridés, un clade de théropodes particulièrement bien représenté dans le Gondwana, surtout en Amérique du Sud et à Madagascar. Ce groupe se caractérise par des traits communs, mais chacun de ses membres possède une signature suffisamment distincte pour enrichir notre compréhension de l'évolution des prédateurs mésozoïques. Ce qui distingue particulièrement le Carnotaurus, c'est d'abord son crâne court et robuste, orné de 2 cornes proéminentes au-dessus des yeux, évoquant une silhouette presque mythique. Ces cornes, courtes mais épaisses, ne sont pas simplement ornementales. Certaines hypothèses suggèrent qu'elles pouvaient servir, lors de combats intraspécifiques, une sorte de rivalité entre mâles pour la domination ou les droits de reproduction. L'autre caractéristique frappante de ce dinosaure est la réduction extrême de ses membres antérieurs. Alors que la plupart des théropodes possédaient des bras plus ou moins fonctionnels, ceux du Carnotaurus sont remarquablement atrophiés, même par rapport à ceux du célèbre Tyrannosaurus rex. Ces petits bras, aux doigts très rudimentaires, laissent penser que ce prédateur ne se servait pas de ses membres supérieurs pour capturer ses proies, mais plutôt de sa mâchoire puissante et de son corps agile. L'évolution de cette morphologie si particulière s'explique en partie par les pressions écologiques spécifiques de son écosystème en Amérique du Sud. Le Carnotaurus vivait dans des plaines ouvertes et semi-arides, où la chasse requérait vitesse et agilité, plutôt que force brute et préhension. L'anatomie de ses pattes postérieures, longues et musclées, renforçait cette capacité à atteindre des pointes de vitesse impressionnantes, en faisant un chasseur rapide, capable de poursuivre des proies variées. Mais l'aspect le plus intrigant réside peut-être dans la structure unique de sa peau. Les fossiles de Carnotaurus ont révélé une peau exceptionnellement bien conservée, recouverte de petites écailles non jointives, formant un vrai manteau protecteur, dépourvu de plumes. Cette texture cutanée suggère une adaptation à la chaleur et au climat sec de son habitat, offrant à la fois protection mécanique et régulation thermique efficace. Sur le plan comportemental, le Carnotaurus reste encore partiellement énigmatique, mais des indices pointent vers une possible vie solitaire ou en petits groupes, avec des stratégies de chasse basées sur la surprise et la rapidité, plutôt que sur des tactiques collectives. Ses capacités sensorielles, notamment dans le domaine de l'odorat et de la vision, sembleraient avoir été particulièrement développées pour traquer ses victimes avec efficacité. En résumé, le Carnotaurus est l'exemple parfait d'une évolution tangente, où un prédateur majeur choisit une voie où force, vitesse et sélection sexuelle se combinent pour créer une silhouette extrêmement originale, loin des standards que l'on imagine classiquement chez les dinosaures carnivores. Son cas nous enseigne que l'évolution, loin d'être un chemin linéaire, est une véritable galerie d'expérimentation et d'adaptation, souvent dictée par des paramètres environnementaux et isolation géographique complexe. Cette créature aux cornes de taureau et aux bras minuscules est une véritable icône de la biodiversité disparue et continue de captiver les scientifiques et le grand public. Elle incarne magnifiquement l'extraordinaire capacité d'adaptation des dinosaures face aux défis de leur époque et annonce les découvertes fascinantes qui nous attendent dans les autres régions mystérieuses du Gondwana, comme Madagascar ou encore l'Australie préhistorique. C'est avec cette curiosité renouvelée que nous nous apprêtons à explorer ces terres qui servirent de laboratoire évolutif à d'autres formes tout aussi singulières. Perdu dans les eaux chaudes de l'océan Indien, Madagascar s'est imposé, durant l'ère mésozoïque, comme un véritable laboratoire vivant où l'évolution a pu s'exprimer de manière exceptionnelle et débridée.
Son isolement géographique prolongé, qui a duré plusieurs dizaines de millions d'années, garantit un terrain propice à l'émergence de comportements, de morphologie et d'adaptation uniques, dont les dinosaures qui y ont vécu restent aujourd'hui parmi les plus atypiques et fascinants jamais découverts. Explorer l'histoire paléontologique de Madagascar, c'est s'aventurer au cœur d'une île mystérieuse, gardienne de bizarreries évolutives qui continuent de nourrir l'imaginaire des scientifiques comme du grand public. Pendant la majeure partie du Crétacé, Madagascar forme une île à part entière, séparée des autres portions du Gondwana. Ce long isolement a engendré un brassage évolutif interne, mais avec très peu d'échanges avec l'extérieur. Conséquence directe, la faune de Madagascar a suivi une trajectoire bien à elle, façonnée par les contraintes et opportunités de son environnement unique. La découverte de fossiles sur cette île, notamment dans la formation de Majunga et d'autres sites clés, a révélé des dinosaures présentant un mélange extraordinaire de traits classiques et déconcertants. Parmi ces espèces, les théropodes dominèrent le paysage prédateur. Majungasaurus, par exemple, est souvent cité comme l'un des carnivores les plus singuliers de Madagascar. Sa morphologie robuste au crâne massif et aplati, combinée à des adaptations dentaires spécifiques, témoigne d'une spécialisation prédictive unique. Ces fossiles indiquent également des comportements complexes, potentiellement liés à la chasse en solo ou en petits groupes, ce qui contraste avec certains autres théropodes plus sociaux, vécus sur d'autres continents. Les herbivores, tels que Rapetosaurus, constituent eux aussi un foyer d'étonnement. Ce titanosauridé, plus petit comparé à ses cousins sud-américains, présente une construction corporelle robuste, combinée à une adaptation à des niches écologiques précises sur l'île. Sa taille modérée en fait un exemple parfait d'adaptation insulaire. Un cas de nanisme insulaire, où l'espèce évolue vers un gabarit moindre à cause des contraintes de ressources limitées d'un territoire confiné. Mais Madagascar est bien plus qu'une simple zone d'isolement géographique. Son relief varié, ses zones côtières alternant avec des forêts denses et des zones plus arides, et ses climats changeants ont formé un éventail d'habitats complexes. Cette mosaïque environnementale a été un moteur supplémentaire pour diversifier les formes de vie. Les conditions ont favorisé un développement adaptatif très fin, où chaque espèce trouvait sa place selon des stratégies, parfois très éloignées, des normes observées sur les continents voisins. Le caractère atypique des dinosaures malgaches est renforcé par la rareté relative des fossiles, qui limite encore aujourd'hui la compréhension complète des dynamiques écologiques de l'île. De nombreux fossiles demeurent incomplets ou fragmentaires, ce qui laisse toute la place à la découverte d'espèces encore insoupçonnées, susceptibles de modifier profondément notre vision de l'histoire évolutive insulaire. Enfin, au-delà des dinosaures eux-mêmes, Madagascar abrite aussi des indices précieux sur la faune accompagnatrice, comme les crocodiliens marins et terrestres, les poissons préhistoriques et les traces de végétation. Cette synergie entre organismes contribue à reconstituer un tableau riche et vibrant, où chaque élément témoigne de la complexe toile de vie tissée durant des millions d'années. En somme, Madagascar apparaît clairement comme un véritable coffre-fort de la Mésozoïque, où l'évolution a su jouer librement ses partitions les plus inattendues et mémorables. Cette île isolée reste aujourd'hui une source intarissable de découvertes, un témoin vivant de la créativité naturelle et de l'incroyable capacité de la vie à s'adapter et à se réinventer dans des contextes parfois extrêmes et singuliers. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les terres anciennes qui ont abrité les dinosaures les plus étranges, Madagascar nous offre un premier aperçu vibrant de ce que signifie être un dinosaure dans un monde en perpétuelle métamorphose. Au cœur de Madagascar, deux dinosaures se distinguent comme véritables symboles de bizarreries évolutives. Majungasaurus,
et Rapetosaurus. Ces deux espèces, bien que très différentes dans leur mode de vie et leur morphologie, incarnent à merveille l'originalité et la richesse insoupçonnée de la faune mésozoïque de cette île isolée, témoignant de millions d'années d'adaptation dans un environnement unique. Commençons par Majungasaurus, un théropode carnivore qui règne sans partage en tant que prédateur majeur de Madagascar durant la fin du Crétacé. Ce dinosaure, appartenant à la famille des Abélisauridés, se caractérise par une série de traits morphologiques qui dépassent les standards classiques des théropodes connus ailleurs. Son crâne massif et aplati, surmonté d'une crête osseuse imposante et rugueuse, lui donne une allure presque redoutablement singulière. Ces crêtes pouvaient servir à des fonctions d'affichage dans les conflits sociaux ou la parade sexuelle, mais elles renforçaient aussi une tête construite pour résister à de fortes contraintes lors des combats ou de la capture de proies. Les mâchoires courtes mais puissantes de Majungasaurus étaient armées de dents robustes, parfaites pour arracher la chair, et ses membres antérieurs étaient réduits, signe évolutif caractéristique des Abélisauridés, privilégiant l'efficacité de la chasse par sa puissante mâchoire et sa vitesse de déplacement. Les études sur ces fossiles montrent également des indications de comportements agressifs, telles que des blessures sur les os pouvant résulter de combats entre individus ou d'attaques sur de grandes proies. Ce tableau peaufine l'image d'un prédateur redoutable, parfaitement adapté à son environnement insulaire. Opposé à ce carnivore, Rapetosaurus offre une toute autre vision de la bizarrerie. Ce titanosaure herbivore est plus modeste en taille que certains de ses cousins sud-américains, mais présente des traits étonnamment spécialisés. Il vivait dans les mêmes écosystèmes que Majungasaurus, occupant une niche écologique qui nécessitait des adaptations pointues face aux contraintes alimentaires et climatiques de Madagascar. La morphologie robuste de Rapetosaurus, avec un cou relativement long mais moins allongé que chez d'autres sauropodes, ainsi que ses membres puissants, suggèrent une capacité à se déplacer sur des terrains variés, comme des zones boisées ou des plaines côtières. De plus, les structures osseuses montrent qu'il possédait des systèmes efficaces pour supporter son poids important, tout en conservant une certaine agilité. Sa taille modérée, comparée à d'autres titanosaures, pourrait être une réponse typique à l'insularité, où la limitation des ressources pousse à réduire la grandeur corporelle, un phénomène connu sous le nom de nanisme insulaire. Ce contraste frappant entre un prédateur doté d'une morphologie fracturée et agressive et un herbivore adapté aux contraintes environnementales souligne bien la complexité de l'écosystème malgache au Crétacé. Ces deux dinosaures, en cohabitant dans un même territoire restreint, illustraient les différentes stratégies d'adaptation, preuve vivante d'un contexte biogéographique privilégié par l'isolement et la diversité des niches. Par ailleurs, ces espèces ont permis aux chercheurs d'affiner leur compréhension des interactions évolutives propres à Madagascar. Leur étude met en lumière le rôle du confinement géographique, des pressions écologiques spécifiques et des contraintes alimentaires dans la formation d'une faune atypique qui diffère nettement des autres régions du Gondwana. En somme, Majungasaurus et Rapetosaurus ne sont pas seulement deux dinosaures parmi d'autres. Ils représentent les icônes d'une île isolée qui, à travers eux, nous raconte une histoire d'évolution unique et fascinante, où bizarrerie rime avec une adaptation exceptionnelle. La découverte et l'analyse continue de ces fossiles ouvrent une fenêtre précieuse sur l'univers perdu de Madagascar. Un véritable joyau scientifique qui réserve encore bien des surprises et qui, sans cesse, nous pousse à repenser la diversité des dinosaures dans un contexte géographique et écologique hors du commun. Alors que nous quittons ces figures emblématiques de Madagascar, notre voyage nous conduit vers d'autres régions isolées du Gondwana, comme l'Australie, où d'autres dinosaures énigmatiques
attendent patiemment d'être découverts pour dévoiler à leur tour leurs secrets et étendre notre compréhension du règne fascinant des dinosaures. L'Australie préhistorique, bien que souvent moins évoquée que d'autres continents dans l'imaginaire paléontologique, se révèle être un véritable coffre au trésor rempli d'énigmes et de mystères concernant les dinosaures qui l'ont peuplée. Située à l'extrémité sud-est du Gondwana, cette vaste terre, aujourd'hui reconnue pour sa faune unique et diversifiée, possédait déjà, durant le Mésozoïque, un écosystème singulier, marqué par une faune dinosaurienne aussi intrigante que méconnue. Plongeons dans cette époque où l'Australie n'était pas encore isolée dans sa configuration actuelle, mais commençait à s'affirmer comme un théâtre d'évolution indépendant, avec ses propres spécificités évolutives. Au Crétacé, l'Australie, bien que proche de l'Antarctique, bénéficiait d'un climat globalement plus chaud que celui que nous lui connaissons aujourd'hui. Pourtant, les saisons y étaient nettement marquées, surtout dans les latitudes plus élevées, offrant un environnement où froid et obscurité hivernale imposaient aux dinosaures des adaptations très particulières. Cette contrainte climatique explique en partie la singularité des formes retrouvées dans les fossiles australiens. Parmi la faune dinosaurienne australienne, plusieurs groupes se démarquent par leur étrangeté et leur singularité. Le Leaelinasaura, un petit ornithischien herbivore, est souvent présenté comme emblématique de cette faune énigmatique. Mesurant à peine 1 mètre de long, ce dinosaure vivait dans les régions australiennes les plus méridionales et a développé des caractéristiques adaptées à un climat froid et sombre, notamment un crâne doté d'orbites exceptionnellement grandes, suggérant une vision adaptée aux longues périodes d'obscurité polaire. Cette adaptation montre comment la faune australienne devait composer avec des conditions bien différentes de celles de ses contemporains d'autres continents. De même, l'Australie a livré des fossiles de théropodes aux morphologies inhabituelles, notamment des représentants des groupes des mégaraptors et des allosaures, avec des adaptations spécifiques aux écosystèmes australiens. Ces prédateurs semblent avoir exploité une large gamme de niches écologiques, certains étant adaptés à la chasse rapide dans des forêts denses, d'autres développant des aptitudes pour affronter des proies plus volumineuses ou mieux protégées. L'isolement progressif de l'Australie, conjugué à ses particularités climatiques et géologiques, a aussi permis l'apparition d'espèces endémiques dotées d'adaptations uniques, parfois difficiles à classifier dans la taxonomie classique, ce qui témoigne des évolutions parallèles et originales qui s'y sont produites. La faune australienne reflète ainsi un équilibre fragile entre la continuité évolutive avec d'autres parties du Gondwana et les innovations propres à cette terre isolée. Par ailleurs, la rareté relative des sites fossilifères en Australie, combinée à la difficulté d'accès à certains de ces terrains, a longtemps entravé la connaissance approfondie de cette diversité dinosaurienne. Cependant, grâce aux récentes avancées techniques et aux découvertes exceptionnelles dans des formations comme celle de Winton ou de Lightning Ridge, un tableau de plus en plus clair et fascinant de la préhistoire australienne émerge, bouleversant parfois les dogmes établis. Enfin, l'étude de cette faune nous éclaire sur les mécanismes d'adaptation aux conditions climatiques extrêmes, notamment celles liées à une survie dans des environnements où la lumière faiblit et où les ressources fluctuent avec les saisons. Ce focus sur l'Australie préhistorique ouvre la voie à une meilleure compréhension de la complexité et de la richesse des écosystèmes du Mésozoïque, ainsi qu'à l'exploration des stratégies d'adaptation qui rendent chaque région du globe unique. Ainsi, loin d'être une simple marge ou un appendice oublié du Gondwana, l'Australie préhistorique apparaît comme une contrée pleine de mystères et d'étrangetés, où la vie a su s'adapter et prospérer de manière tout à fait remarquable.
En avançant dans notre exploration, nous découvrons à quel point ces énigmes australes enrichissent l'histoire globale des dinosaures et nous invitent à repousser sans cesse les frontières de notre connaissance. Au cours du Mésozoïque, l'Australie ne ressemblait pas du tout à la terre aride et chaude que nous connaissons aujourd'hui. Placée plus près du pôle sud, elle subissait des variations climatiques intenses, notamment des hivers longs et sombres, alternant avec des étés courts et lumineux. Dans ce contexte exigeant, nombre de dinosaures durent développer des adaptations remarquables pour survivre. Parmi eux, un petit ornithopode, nommé Leaelinasaura, se détache comme l'un des exemples les plus fascinants d'adaptation au froid extrême et aux conditions polaires de cette région. Leaelinasaura, dont le nom signifie littéralement « lézard de Leaeline », en référence à la région australienne où ces fossiles ont été découverts, avait une taille modeste, environ 1 mètre de long, pour un poids léger. Sa silhouette d'apparence fragile cache pourtant une créature parfaitement équipée pour prospérer dans un environnement où les températures pouvaient chuter drastiquement et où la pénombre hivernale pouvait durer plusieurs mois. L'un des traits les plus remarquables de ce dinosaure est la taille disproportionnée de ses orbites oculaires. Ces orbites particulièrement grandes suggèrent que Leaelinasaura possédait des yeux adaptés à capter un maximum de lumière, une nécessité vitale pour voir dans l'obscurité prolongée des hivers australiens. Ces orbites étaient logées dans un crâne allongé et étroit, optimisant certainement sa vision nocturne ou à faible luminosité, un avantage critique pour repérer nourriture et prédateurs durant les longues nuits polaires. Au-delà de sa vision, Leaelinasaura a probablement développé d'autres stratégies pour supporter le froid, même si les fossiles ne révèlent pas directement ses caractéristiques. Par analogie avec certains dinosaures apparentés, il est plausible qu'il ait possédé un revêtement de type protoplume ou de minuscules structures kératiniques assurant une isolation thermique. De telles hypothèses s'appuient sur la découverte d'espèces proches ayant exhibé des plumes ou des filaments similaires associés à des climatologies froides. Son poids léger et sa mobilité accrue permettaient probablement à Leaelinasaura de se déplacer rapidement pour chercher sa nourriture et échapper aux prédateurs, un trait essentiel dans un écosystème aussi exigeant. Son régime alimentaire devait être composé de végétaux adaptés au climat local, ce qui représente aussi un challenge dans des conditions où la végétation évolue suivant des cycles saisonniers très marqués. L'étude de Leaelinasaura offre une fenêtre précieuse sur les stratégies évolutives employées par les dinosaures pour coloniser des milieux extrêmes, bien loin des célèbres forêts tropicales chaudes et humides, souvent associées à leur époque. Ce petit dinosaure incarne l'idée que la diversité et la résilience de ces reptiles étaient bien plus vastes que ce que l'on pouvait imaginer auparavant. Ces adaptations témoignent aussi d'une dynamique évolutive, poussée par la géographie et le climat, où l'isolement australien et sa proximité polaire furent des catalyseurs pour des réponses biologiques fines et innovantes. En cela, Leaelinasaura devient un emblème puissant de la capacité des dinosaures à conquérir tous les coins de la planète, même les plus inhospitaliers. Alors que nous avons entrevu à travers ce petit dinosaure la puissance insoupçonnée de l'adaptation au froid des formes préhistoriques, notre exploration des dinosaures méconnus et étranges continue avec des terres où la mer côtoie les continents, l'Afrique et ses créatures marines encore plus étonnantes. L'Afrique, continent souvent associé dans l'imaginaire collectif à la savane et aux grands mammifères d'aujourd'hui, renferme en réalité une histoire bien plus ancienne et mystérieuse, surtout lorsqu'on remonte jusqu'à l'ère mésozoïque. Durant cette époque, l'Afrique formait une partie importante du Gondwana,
se trouvant à une position stratégique dans l'hémisphère sud, baigné par des mers vastes et riches. Ce contexte géographique unique a favorisé le développement d'une diversité insoupçonnée de dinosaures, allant des géants terrestres aux formes marines véritablement atypiques. Parmi elles, un dinosaure en particulier, le célèbre Spinosaurus, incarne à lui seul cette bizarrerie et cet exotisme propres au continent africain. Le Spinosaurus est certainement l'un des dinosaures les plus extraordinaires et énigmatiques jamais découverts. Cet impressionnant théropode, qui pouvait dépasser les 15 mètres de long, possédait une morphologie qui le distinguait nettement de tous ses cousins carnivores. Sa silhouette élancée et allongée présente des adaptations à un mode de vie semi-aquatique, une rareté parmi les dinosaures. Par exemple, ses pattes postérieures, relativement courtes et robustes, sa queue élargie formant une sorte d'éventail, ainsi que ses griffes puissantes, suggèrent une capacité à nager efficacement, afin de chasser dans les lacs, rivières et zones côtières du Crétacé africain. La tête du Spinosaurus était longue et étroite, avec une dentition conique adaptée à la capture de poissons, renforçant l'idée qu'il s'agissait d'un prédateur piscivore autant que d'un chasseur terrestre. Sa fameuse voile dorsale, constituée d'épines osseuses imposantes, reste l'un des attributs les plus caractéristiques et mystérieux associés à cette espèce. Si sa fonction précise fait encore débat, elle a probablement joué un rôle thermorégulateur, de signalisation visuelle ou même de stockage d'énergie. Mais si le Spinosaurus est le plus connu, il ne représente qu'une partie de l'incroyable diversité de formes marines et semi-aquatiques qui ont évolué en Afrique. D'autres théropodes, poissons géants et reptiles marins coexistaient dans ces écosystèmes où la frontière entre terre et mer était souvent floue. Ces environnements côtiers et palustres offraient une multitude de niches écologiques favorisant des adaptations peu communes. Par exemple, certains petits dinosaures carnivores présentaient des dents adaptées à une alimentation spécialisée, tandis que d'autres groupes, notamment les crocodiliomorphes, rivalisaient avec les dinosaures dans la diversité et la taille. Cette effervescence évolutive démontre que l'Afrique n'était pas simplement un continent classique du point de vue paléontologique, mais un véritable carrefour où s'exprimaient des innovations morphologiques et comportementales inattendues. Multipliant les expériences évolutives, la faune africaine a laissé derrière elle des traces fossiles qui défient encore nos catégories habituelles, révélant une complexité souvent insoupçonnée. L'étude récente de fossiles africains a aussi permis de découvrir des formes marines encore plus étranges, souvent hybrides entre les reptiles marins classiques et les dinosaures, brouillant ainsi les frontières taxonomiques et illustrant la richesse des adaptations sous-marines. Ces découvertes ont renouvelé l'intérêt scientifique pour la région et alimentent de nouvelles hypothèses sur la dynamique des écosystèmes mésozoïques en milieu côtier et marin. Enfin, le contexte géologique de l'Afrique responsable de cette biodiversité surprenante comprend aussi l'ouverture des océans, la formation de bassins internes et une topographie fluctuante, tous facteurs ayant contribué à la segmentation des populations et à l'émergence de diverses formes endémiques. Le patrimoine fossilifère africain, encore en grande partie inexploré, reste donc un terrain fertile pour les futures révélations sur les évolutions les plus audacieuses des dinosaures. Ainsi, l'Afrique mésozoïque, avec en figure de proue le Spinosaurus et ses comparses marins, est une terre où la diversité insoupçonnée et les adaptations insolites offrent une perspective fascinante sur l'évolution des dinosaures. Ce continent nous invite à reconsidérer la multiplicité des formes de vie d'alors et à découvrir combien la nature savait être surprenante
dans ses réponses face aux défis écologiques. L'Inde, aujourd'hui connue pour son immensité géographique et son histoire culturelle millénaire, conserve également un legs paléontologique particulièrement fascinant, surtout lorsqu'on se penche sur son passé mésozoïque. Pendant cette ère lointaine, l'Inde ne se trouvait pas à la place qu'elle occupe désormais. Elle était alors un immense fragment continental en dérive, isolé entre l'Afrique et l'Asie, partie prenante de Gondwana, mais sur le point d'entamer sa grande migration vers le nord, qui allait plus tard engendrer la formidable collision des plaques indiennes et asiatiques. Cette dérive a profondément influencé l'évolution des dinosaures qui y vécurent, donnant naissance à des espèces uniques au caractère parfois surprenant, dont les emblématiques Rajasaurus et Isisaurus font figure des plus remarquables. Le Rajasaurus est sans doute la représentation la plus saisissante des dinosaures indicatifs issus de cet île-continent en mouvement. Ce théropode carnivore, appartenant au groupe des Abélisauridés, partage de nombreuses caractéristiques avec ses cousins sud-américains et malgaches, témoignant de l'héritage commun du Gondwana. Pourtant, ces traits distinctifs en font une espèce à part entière. Avec son crâne orné d'une bosse osseuse proéminente sur le front, Rajasaurus pouvait présenter une silhouette menaçante et singulière, renforcée par un corps musclé, des membres puissants et une mâchoire robuste. Cette bosse crânienne, qui pouvait servir à des combats intraspécifiques ou des affichages territoriaux, souligne une évolution spécialisée au sein des prédateurs indiens. La découverte récente de fossiles de Rajasaurus dans la région du Andhra Pradesh a été une fenêtre sur un écosystème île-continent où la faune était encore peu explorée. Ce carnivore s'insérait dans un équilibre écologique complexe, chassant probablement de grands herbivores, tout en ayant à affronter d'autres prédateurs. Dans un environnement où la végétation variée et les conditions climatiques changeantes imposaient des adaptations spécifiques. De l'autre côté du spectre des tailles, l'énorme Isisaurus illustre l'autre pôle de la biodiversité dinosaurienne indienne. Ce titanosaure, dont le nom signifie « lézard d'Isis », en référence à une localité de découverte au Pakistan, forme proche mais contemporaine de la faune indienne actuelle, atteint des dimensions incroyables, témoignant du gigantisme parfois extrême que pouvaient atteindre les sauropodes du continent dérivant. Isisaurus se distingue non seulement par sa taille, pouvant approcher voire dépasser les 15 mètres de long, mais aussi par une morphologie allégée et spécialisée. Contrairement à certains sauropodes massifs à corps lourd et membres massifs, Isisaurus possède une charpente osseuse, plus élancée et robuste à la fois, adaptée aux terrains variés de son environnement. Son cou relativement court, en comparaison avec certains de ses cousins sud-américains, et des membres proportionnés lui conféraient une mobilité notable, lui permettant de s'adapter à différents types d'habitats, tels que plaines ouvertes ou forêts. Ce titanosaure remarquable a sans doute su profiter des ressources végétales abondantes, tout en développant des mécanismes pour supporter son poids colossal, sans compromettre son agilité. Son existence souligne l'incroyable diversité des sauropodes, non seulement en taille, mais aussi en forme, fonction et stratégie de survie. L'état insulaire de cette partie du Gondwana, combiné à la dérive continentale, a favorisé l'émergence d'espèces endémiques qui se sont adaptées de manière spécifique aux conditions géographiques et climatiques du moment. L'isolement progressif de l'Inde durant cette période a renforcé ces processus, encourageant des routes évolutives parfois déconnectées du reste du monde, aboutissant à des formes étonnantes que l'on n'observe pas nécessairement ailleurs. La dérive géologique de l'Inde et ses conséquences sur la biodiversité mésozoïque constituent ainsi un chapitre passionnant pour comprendre comment les mouvements tectoniques
peuvent influencer directement la trajectoire évolutive de formes de vie remarquables, y compris nos célèbres dinosaures. L'histoire de Rajasaurus et d'Isisaurus, figure tutélaire de ce continent en mouvement, ouvre une fenêtre captivante sur les mécanismes qui façonnèrent une faune à la fois puissante et singulière, entre héritage commun et aventures évolutionnaires uniques. Alors que notre regard se tourne vers ces créatures majestueuses de l'Inde dérivante, il nous prépare également à explorer d'autres régions éloignées, comme l'Antarctique, où les dinosaures durent affronter des défis extrêmes, dans un monde qui nous reste encore largement inconnu. L'Antarctique, aujourd'hui recouvert par d'immenses glaçons et réputé pour son climat extrême, fut pourtant autrefois un monde radicalement différent, accueillant une faune de dinosaures qui devait apprendre à survivre dans des conditions mystérieuses et souvent hostiles. À l'époque du Mésozoïque, ce continent polaire n'était pas un désert glacial, mais une terre boisée et bien plus tempérée, bien qu'elle fût située en haute latitude, proche du pôle sud. Explorer les dinosaures ayant vécu en Antarctique, c'est plonger dans un univers peu connu, où la vie s'adaptait à un environnement somme toute difficile, oscillant entre obscurité hivernale, saisons marquées et ressources fluctuantes. Survivre dans cette zone polaire signifiait relever des défis considérables. Les hivers longs se traduisaient par des mois d'obscurité quasi totale et des températures bien plus basses que dans les latitudes tempérées ou tropicales. Pourtant, la présence de végétation abondante, issue d'un climat sans glaciation permanente, mais tempéré, fournissait suffisamment de nourriture pour que de nombreux dinosaures s'épanouissent, créant un écosystème robuste, bien que très spécifique. Les fossiles découverts dans les formations géologiques antarctiques montrent que divers types de dinosaures habitaient cette région, allant des herbivores aux carnivores, dont certains présentent des adaptations frappantes pour faire face à leurs conditions de vie uniques. Par exemple, les sauropodes, ces géants au long cou, semblaient capables de migrer sur de longues distances à la recherche de nourriture, une hypothèse confortée par la similitude des espèces entre l'Antarctique et les terres, alors connectées comme l'Amérique du Sud et l'Australie. Ces déplacements étaient essentiels pour survivre dans un paysage où les ressources pouvaient fluctuer fortement selon les saisons. Les petits dinosaures herbivores, comme les ornithopodes, ont quant à eux probablement développé des stratégies comportementales et physiologiques spécifiques pour conserver leur énergie et maintenir leur activité durant les périodes d'hiver prolongées. Leur système locomoteur suggère une capacité à s'adapter à différents types de sols, parfois couverts de neige ou de végétation dense, ce qui aurait facilité leur survie dans des milieux variés. Chez les carnivores, ceux qui vivaient en Antarctique présentaient en règle générale des adaptations sensorielles accrues, permettant une chasse efficace malgré la faible luminosité. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse d'un comportement potentiellement plus social, agissant en meute pour optimiser leurs chances lors des mois sombres, même si cette idée reste encore à confirmer. Ce que révèle l'étude des dinosaures d'Antarctique va bien au-delà de leur simple adaptation au froid ou à la pénombre. Ils nous racontent une véritable histoire d'innovation biologique, où la vie n'a pas simplement survécu, mais a prospéré dans un cadre a priori hostile et inconnu. Ce sont des témoins d'une puissance adaptative phénoménale, défiant notre compréhension classique des limites du règne des dinosaures. Enfin, il convient de souligner que ces connaissances restent partielles, car la recherche paléontologique en Antarctique est un véritable défi, confronté à des conditions extrêmes et à des accès limités aux sites fossilifères. Pourtant, chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle de cet écosystème polaire mésozoïque, permettant de mieux concevoir comment les dinosaures
ont pu coloniser des régions si éloignées et inhospitalières. Ainsi, les dinosaures d'Antarctique incarnent la ténacité d'une vie qui a su s'adapter dans des mondes inconnus, révélant une facette insoupçonnée de la diversité et de la résilience de ces créatures mythiques. Cette exploration polaire nous prépare à découvrir, dans les prochaines étapes de notre voyage, les zones de contact et hybrides particulièrement intrigantes de l'Eurasie, là où les espèces ont successivement convergé, fusionné et parfois créé de nouvelles formes étonnantes. Lorsque nous évoquons l'Eurasie durant l'ère mésozoïque, nous pensons à un vaste territoire qui, à la différence des terres insulaires ou isolées du Gondwana, formait un pont continental majeur reliant les masses terrestres nordiques. Cette immense étendue continentale, qui s'est progressivement consolidée et fragmentée au fil des époques, a joué un rôle crucial en tant que zone d'échange, de rencontre et parfois de mélange entre différentes espèces de dinosaures. C'est en ce lieu de convergence que s'est développée une dynamique évolutive singulière, donnant naissance à ce que certains paléontologues désignent comme des espèces hybrides ou des formes intermédiaires, souvent méconnues, qui échappent encore à une catégorisation claire. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la géographie mouvante de l'Eurasie pendant le Mésozoïque. Le supercontinent Laurasia, qui englobait l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, n'était pas une masse totalement unifiée et statique. Diverses mers intérieures, montagnes naissantes et zones temporaires de migration véhiculaient ou empêchaient le passage de certaines espèces, selon les périodes. Cette configuration a favorisé des échanges intermittents entre populations situées auparavant en quasi-isolement. Lorsque ces ponts terrestres apparaissaient, ils permettaient l'arrivée d'espèces exogènes dans de nouveaux territoires, où elles pouvaient rencontrer d'autres groupes, se croiser et parfois mener à des formes hybrides ou à une montée en diversité. C'est hybride, même si le terme doit être employé avec prudence, car il ne s'agit pas toujours de croisements directs, mais plutôt de similarités morphologiques suggérant un échange génétique ou une évolution convergente, sont des dinosaures présentant des caractéristiques combinées provenant de différentes lignées. Par exemple, certains théropodes eurasiens exhibent des traits à la fois typiques des coelurosaures, dont descendent les oiseaux, et des espèces plus primitives d'autres sous-ordres, ce qui soulève des questions sur les flux migratoires et le brassage génétique. Un cas notable de cette dynamique dans cette région réside dans les découvertes de dinosaures à plumes en Asie centrale et orientale. Nous y reviendrons plus en détail dans une section ultérieure, qui démontrent une diversité spectaculaire et des adaptations morphologiques inattendues. Ces espèces hybrides ou formes intermédiaires reflètent une capacité d'adaptation extraordinaire et témoignent d'une évolution loin d'être linéaire. En outre, l'Eurasie fut une zone où se sont également côtoyées des espèces originaires de différentes latitudes, chacune s'adaptant à des environnements variés. Des zones tempérées aux forêts denses, en passant par des régions semi-arides, favorisant la coexistence d'une multitude d'espèces et la compétition indirecte ou directe qui en découle. Ce mélange dynamique a engendré non seulement des hybrides morphologiques, mais aussi des comportements évolutifs uniques, intriguant les chercheurs sur la manière dont la sélection naturelle s'y est exercée. Sur un plan plus global, ces zones de contact eurasiatiques peuvent être comparées à des carrefours de échanges évolutifs, où se nouent et se dénouent des liens complexes entre populations. Elles illustrent parfaitement la nature protéiforme de l'évolution, qui ne suit pas une simple voie stricte, mais emprunte souvent des chemins sinueux, faits d'influences croisées, de fragments isolés puis réunis et de réorganisation génétique. La connaissance actuelle de ces hybrides
reste encore partielle, en grande partie parce que les fossiles sont parfois incomplets, dispersés et difficiles à attribuer avec certitude. De plus, les recherches en Eurasie sont souvent confrontées à des défis logistiques importants, entre accès difficile au site, disparités scientifiques entre pays et les variations géopolitiques de la région. Cependant, avec les progrès technologiques récents en imagerie, analyse ADN fossile émergents et méthodes phylogénétiques sophistiquées, le champ d'investigation s'élargit considérablement, promettant d'éclairer ces zones de contact et les espèces qui y ont prospéré. Ainsi, l'Eurasie verte et mouvante du Mésozoïque était bien plus qu'un simple continent. Elle fut un véritable creuset où la diversité biologique, les migrations et les influences croisées ont engendré des formes de vie hybrides, singulières et fascinantes. C'est en explorant cette dynamique que nous pouvons comprendre la complexité réelle des dinosaures et la richesse de leur évolution. Notre prochain arrêt, en Asie centrale et orientale, nous révélera encore davantage sur les dinosaures à plumes et autres formes insolites qui continuent de surprendre le monde scientifique. L'Asie centrale et l'Extrême-Orient occupent une place de choix dans l'étude des dinosaures, notamment en raison des découvertes spectaculaires qui y ont été faites ces dernières décennies. Ces régions, riches en formations géologiques du Mésozoïque, sont devenues le théâtre d'une révolution paléontologique, notamment avec la mise au jour de nombreux dinosaures à plumes et d'espèces aux morphologies tout à fait insolites. Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension traditionnelle des dinosaures, montrant qu'ils étaient bien plus diversifiés et écologiquement complexes qu'on ne l'imaginait auparavant. Le phénomène des dinosaures à plumes s'est révélé particulièrement marquant dans ces zones asiatiques. Alors que la présence de plumes chez les ancêtres des oiseaux était soupçonnée, les fossiles incroyablement bien conservés, issus des dépôts de la formation de Jeol, en Chine, ont apporté des preuves concrètes de cet héritage. Ces couches sédimentaires, datées du Crétacé inférieur, ont révélé plusieurs espèces présentant non seulement des plumes longues, semblables à celles des oiseaux modernes, mais aussi des filaments primitifs, témoins d'une diversité de structures cutanées encore méconnues. Parmi ces dinosaures à plumes, des représentants comme le Caudiptérix ou le Microraptor ont été particulièrement étudiés. Le Microraptor, par exemple, était un petit théropode à 4 ailes, capable vraisemblablement de planer ou de voler sur de courtes distances, présentant ainsi une étape intermédiaire dans l'évolution vers le vol des oiseaux. Sa découverte a suscité un vif intérêt, car elle suggère que l'enveloppement plumage ne servait pas uniquement au vol, mais aussi à d'autres fonctions comme la thermorégulation, l'affichage ou la protection. Au-delà des plumes, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient ont livré des dinosaures aux formes morphologiques inattendues, défiant souvent les classifications classiques. Certains théropodes affichent par exemple des crânes aux proportions exagérées, des membres aux configurations atypiques, ou encore des adaptations osseuses spéciales qui traduisent des comportements écologiques spécifiques. D'autres espèces arborent des appendices osseux impressionnants ou des structures corporelles très différentes de ce que l'on connaît ailleurs. Cette diversité est également amplifiée par la richesse écologique de ces régions durant le Mésozoïque. Les paysages variaient entre zones forestières denses, régions volcaniques et rivières sinueuses, offrant une multitude de niches écologiques. Cette complexité a généré des pressions évolutives multiples, favorisant la radiation adaptive et l'émergence de spécialisations qui rendent ces dinosaures si étranges et uniques. En somme, ces découvertes asiatiques sont un témoignage éloquent de l'expérimentation évolutive qui caractérise le règne des dinosaures. Elles montrent l'ampleur des innovations biologiques, qu'il s'agisse de tissus plumes précoces ou de morphologie s'affranchissant des conventions classiques, illustrant une versatilité remarquable
face aux transformations environnementales. Enfin, au-delà de leur pure valeur scientifique, ces fossiles fascinants enrichissent notre imaginaire collectif, offrant une vision renouvelée des dinosaures, loin des représentations figées véhiculées par les premiers films ou les clichés traditionnels. Dans ce théâtre préhistorique asiatique, chaque découverte révèle un fragment d'un passé vivant, complexe et étonnamment coloré. Alors que nous quittons ces contrées mystérieuses, peuplées d'êtres à plumes et formes insolites, nous nous tournerons vers les raisons qui expliquent pourquoi certaines espèces de dinosaures ont pu échapper à nos radars scientifiques, avant de plonger dans les succès récents et les surprises que nous réserve encore le terrain des fossiles oubliés. Dans le vaste et fascinant champ de la paléontologie, il est étonnant de constater que malgré les siècles de recherche et de découverte, de nombreuses espèces de dinosaures ont réussi à échapper au radar des scientifiques. Cette réalité tient à plusieurs facteurs, tant liés aux conditions naturelles que humaines, qui ont entravé la localisation, la conservation ou même la reconnaissance de certains fossiles. Comprendre pourquoi certaines espèces restent inconnues ou peu étudiées nous éclaire sur les défis immenses auxquels sont confrontés les paléontologues et ouvre la porte à de futures découvertes majeures. Premièrement, les conditions géologiques jouent un rôle prépondérant. Les fossiles se forment dans des contextes très particuliers. Ils nécessitent un enterrement rapide des organismes dans des sédiments qui préservent les restes organiques à long terme. Or, beaucoup d'espèces ont vécu dans des environnements peu propices à la fossilisation. Forêts denses, sols acides, zones montagneuses ou terrains très érodés. Ainsi, leurs traces osseuses se raréfient au fil du temps, réduisant les chances de découverte. De plus, certains continents ou régions ont subi d'importants mouvements tectoniques, érosions ou recouvrements géologiques qui ont détruit ou profondément enfoui les couches sédimentaires contenant ces fossiles. Par exemple, des territoires longtemps couverts par l'océan ou ceux soumis à l'activité volcanique intense ont vu leur potentiel fossile notablement réduit. C'est le cas dans certaines parties de l'Asie, de l'Afrique ou du Gondwana, qui restent à ce jour moins explorés. Ensuite, la localisation physique des sites favorables à la recherche peut être extrêmement difficile. Des zones recouvertes de végétation dense, de terrains accidentés ou à conditions climatiques extrêmes, déserts, régions polaires, jungles, limitent considérablement l'accès des chercheurs. Certains meilleurs gisements peuvent donc rester inaccessibles pendant des décennies, voire des siècles, retardant les découvertes. Un autre facteur important réside dans l'historique scientifique et politique des pays. Certaines régions, notamment en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie centrale, ont longtemps souffert de conflits, d'instabilité politique ou de manque de moyens pour soutenir la recherche paléontologique systématique. Par conséquent, malgré un potentiel immense, peu de fouilles ont pu être menées de manière efficace et prolongée, créant un retard dans la cartographie des espèces présentes. La reconnaissance même des fossiles découverts pose un autre défi. Les restes fragmentaires, mal conservés ou atypiques, peuvent être difficiles à identifier, voire à classer. Un os isolé ou un fragment de crâne peut ne pas éveiller suffisamment l'attention ou se révéler difficile à associer à un genre ou une espèce spécifique sans matériel complémentaire. Certains fossiles ont ainsi été rejetés ou méconnus pendant des années, avant que de nouvelles méthodes d'analyse ou des découvertes rapprochées ne leur donnent tout leur sens. Enfin, la raréfaction intrinsèque de certaines espèces, notamment celles vivant dans des niches écologiques restreintes ou en moindre nombre, réduit statistiquement la probabilité de récupération fossile. Leur faible population, couplée à un habitat spécifique, diminue leur empreinte dans les archives fossiles, donnant lieu à des groupes très discrets et difficilement détectables. Toutefois,
grâce aux progrès technologiques, imagerie 3D, analyse géochimique, intelligence artificielle ou encore études ADN anciennes, la chasse aux fossiles s'est considérablement améliorée. Ces avancées, combinées à des campagnes de fouilles dans des zones auparavant peu accessibles, ont déjà permis la redécouverte d'espèces oubliées ou la révélation d'espèces totalement nouvelles, montrant que même dans un paysage scientifique apparemment cartographié, beaucoup reste à découvrir. Ainsi, le fait que certaines espèces de dinosaures aient pu échapper au radar des paléontologues est la conséquence d'une série complexe de phénomènes naturels, géologiques, logistiques et historiques. Mais ce constat est surtout un appel à l'humilité scientifique et une invitation à continuer d'explorer avec passion et rigueur les secrets enfouis de notre planète, convaincu que chaque fossile encore caché peut nous révéler un pan méconnu de l'incroyable diversité des dinosaures. Au fil des dernières décennies, la paléontologie a connu une véritable révolution, rendant possible la redécouverte de dinosaures longtemps oubliés et la révélation d'espèces insoupçonnées grâce à des avancées technologiques majeures et à des explorations de terrains jusque-là inaccessibles ou inexploités. Ce regain d'activité scientifique, combiné à une meilleure compréhension des contextes géologiques, illustre comment notre vision des dinosaures, loin d'être figée, évolue constamment au rythme des découvertes et des innovations. L'un des éléments clés de ces progrès réside dans le perfectionnement des techniques d'analyse. L'imagerie en 3D, qu'elle soit réalisée par tomographie, assistée par ordinateur, CT scan ou photogrammétrie, permet aujourd'hui de reconstituer en détail des fossiles fragiles ou en partie invisibles, sans les détruire. Ces scans offrent un accès inédit à la structure interne des os, révélant des détails anatomiques invisibles à l'œil nu, comme la vascularisation, la densité osseuse ou des fragilités jusque-là méconnues. Cela contribue à affiner la taxonomie et la compréhension fonctionnelle des espèces. Par ailleurs, les techniques de datation radiométrique et les analyses géochimiques sophistiquées améliorent la précision chronologique, ce qui aide à replacer chaque découverte dans le contexte temporel exact, essentiel pour comprendre les successions évolutives. Ces progrès ont permis, par exemple, de mieux établir la durée de vie et la période d'existence de certains groupes, permettant de dresser des arbres phylogénétiques plus précis. Outre les laboratoires, les avancées dans les méthodes de terrain ont aussi été déterminantes. L'utilisation de drones et de scans LIDAR a transformé la cartographie des sites fossiles, repérant des formations géologiques prometteuses dans des régions difficiles d'accès, comme les plateaux désertiques, les régions montagneuses ou les forêts épaisses. Ces survols aériens permettent d'identifier des affleurements, puis de cibler les fouilles avec une précision accrue, maximisant les chances de découvrer. Cette combinaison de technologies a notamment permis la redécouverte de dinosaures oubliés dans plusieurs régions, où des fossiles avaient été découverts il y a des décennies, parfois abandonnés dans des collections mal identifiées, dans des musées. La réévaluation de ces anciens matériaux, nourris par les nouvelles méthodes, a conduit à la reconnaissance d'espèces jusque-là méconnues ou à la correction des classifications erronées. Les surprises sur le terrain sont également au rendez-vous. De nouvelles fouilles dans des régions jusqu'alors peu explorées, comme certaines parties reculées d'Afrique, d'Asie centrale ou d'Amérique du Sud, ont révélé des espèces présentant des traits morphologiques uniques, des comportements inhabituels ou des adaptations jamais observées auparavant. Ces découvertes montrent à quel point la biodiversité du Mésozoïque était encore largement sous-estimée. Il est également important de souligner que ces avancées ont démocratisé la paléontologie. De nombreux projets associent maintenant chercheurs locaux et communautés,
renforçant la capacité d'identification et la protection des sites, ce qui a débouché sur l'émergence de nouvelles équipes scientifiques capables de poursuivre les recherches plus durablement. En somme, la redécouverte des dinosaures oubliés n'est pas un simple retour en arrière, mais la preuve vivante d'une science en mouvement qui conjugue technologie, exploration, collaboration et passion. Chaque nouvelle trouvaille enrichit notre récit d'un passé lointain, approfondissant la compréhension des formes, des comportements et des adaptations qui composèrent ce monde perdu. En continuant ce chemin, nous élargissons sans cesse notre compréhension du règne des dinosaures, préparant ainsi la synthèse ultime qui désignera le continent véritablement roi de la bizarrerie et révélera ce que cela nous enseigne sur l'évolution de ces créatures fascinantes. Au terme de ce long voyage à travers les ères lointaines et les continents disparus, une question majeure surgit. Quel continent a véritablement été le berceau des dinosaures les plus étranges et méconnus? À travers les analyses détaillées de la géographie mésozoïque, de la fragmentation des supercontinents et de l'incroyable diversité des formes animales, une réponse s'impose avec force, portée par la richesse insoupçonnée des découvertes et la singularité des adaptations. Le Gondwana, ce vaste supercontinent méridional, peut être considéré comme le véritable continent roi de la bizarrerie évolutive chez les dinosaures. Le Gondwana, véritable laboratoire évolutif, a rassemblé des terres aujourd'hui dispersées, mais qui partagent une histoire commune marquée par l'isolement progressif, la variété écologique et des contraintes géographiques multiples. Ce contexte a favorisé l'apparition d'espèces d'une diversité et d'une originalité inégalée, qui témoignent d'adaptations morphologiques, comportementales et biologiques très différentes des modèles plus connus provenant d'autres régions comme l'Eurasia. L'exemple de l'Amérique du Sud, avec ses titanosaures gigantesques et ses prédateurs singuliers comme le Carnotaurus, illustre cette fantastique créativité de l'évolution. Madagascar, laboratoire insulaire isolé, a vu naître des dinosaures aussi atypiques que Majungasaurus et Rapetosaurus, des espèces qui symbolisent la bizarrerie à travers leurs formes particulières et leur histoire adaptative unique. Même l'Australie et l'Afrique ont révélé, grâce aux progrès récents, des espèces à la fois énigmatiques et fascinantes, souvent en marge de nos conceptions classiques. Au-delà de ces territoires spécifiques, le Gondwana dans son ensemble révèle un processus évolutif modelé par la dérive des continents, la fragmentation et surtout l'isolement géographique. Ces facteurs ont créé des conditions propices à la spéciation rapide, à l'apparition de morphologies hors normes, ainsi qu'à des comportements originaux. La richesse des adaptations allant du gigantisme à l'extrême nanisme insulaire, des prédateurs aux formes étrangement bâties, aux herbivores, aux morphologies surprenantes, illustre une mosaïque évolutive complexe. Cette bizarrerie ne doit cependant pas simplement être vue comme un caprice de la nature, mais comme une formidable fenêtre d'observation sur les mécanismes profonds de l'évolution. Elle nous révèle comment, face à des terres fragmentées et isolées, les espèces s'éloignent des normes centrales, explorent des voies alternatives et s'adaptent à des contraintes environnementales variées. Elle souligne également l'importance cruciale des facteurs géographiques, climatologiques et écologiques dans la dynamique de la vie sur Terre. La synthèse de notre exploration nous montre que la diversité exceptionnelle des dinosaures du Gondwana, et plus largement des terres isolées, est à la fois le produit de leur histoire géologique singulière et un témoignage vivant de la plasticité et de la richesse du vivant. En embrassant ces bizarreries, nous comprenons que l'évolution des dinosaures n'a jamais été linéaire ni uniforme, mais au contraire, une aventure multiple, faite d'expériences biologiques intenses et permanentes. Enfin,
Cette conclusion ouvre la porte à un regard renouvelé sur les fossiles que nous découvrons aujourd'hui et sur ceux qui restent encore enfouis dans les terres reculées. Chaque spécimen trouvé, chaque nouvelle espèce identifiée est une pièce du puzzle qui enrichit ce panorama foisonnant et parfois déconcertant. C'est dans cette richesse, dans cette diversité inattendue, que réside la grandeur et le mystère du règne des dinosaures. Ainsi, en levant le voile sur le Gondwana comme continent roi de la bizarrerie, nous retrouvons la clé pour comprendre à quel point l'histoire de l'évolution est dynamique, complexe et pleine de surprises, invitant chaque jour les chercheurs à approfondir leurs travaux pour mieux saisir la fascination inépuisable des dinosaures et de la vie passée sur notre planète.